divers et variés, soumis à un certain nombre de pressions, il n'a pas sa liberté d'action. Mais en attendant, le fait, il est simple, moi je défends le droit, et ce qui est faible là-dedans, ce n'est pas la justice, c'est le gouvernement de Palestine qui n'a pas les possibilités de nous donner le mandat d'agir devant ces juridictions. Alors, on agit beaucoup maintenant devant la Cour pénale internationale, c'est une juridiction qui a plein de problèmes, un procureur qui nous est opposé, comme l'étaient les deux précédents, avec qui on avait eu de très mauvaises relations, il n'y a rien de neuf, mais on arrive quand même à progresser et on marque des points. Alors, le point le plus important, c'est, vous allez me dire, est-ce qu'il y aura un mandat d'arrêt contre Netanyahou ou non? Est-ce que, oui, ça compte, mais c'est pas ça. Il faut être juste. Il faut une démarche scientifique. Et quand vous êtes juriste, vous allez chercher dans les détails. Il faut des preuves, il faut de l'argumentaire, il faut une petite mécanique. Mais il faut avoir une vision large de ce qui se passe. Parce que c'est comme si vous construisez une maison sans avoir des plans et sans faire les fondations. Et ce qui est en cause actuellement, et c'est pour ça que le sol tremble à Gaza du fait des bombardements, mais le sol tremble en Israël du fait de l'action du droit international. Parce que ce qui est vraiment en cause, c'est l'entrée le retour avec pleine force de la question palestinienne dans le droit international. La question du mandat d'arrêt, elle vient après. Et l'élément clé, c'est de sortir juridiquement, de sortir de ce qui était devenu dominant, c'est-à-dire le processus d'Oslo. Le processus d'Oslo veut dire que, je parle que de droit, mais le droit, il vous donne des aiguillages. C'est-à-dire que si vous prenez le train, vous ratez l'aiguillage, vous partez à Paris, vous ne partez pas à Marseille. Donc, quand vous faites les accords d'Oslo et qu'on crée l'autorité palestinienne, on met la question palestinienne dans les mains d'Israël, comme si Israël avait tout et peut restituer un certain nombre de droits progressivement à un machin qu'on appelle l'autorité palestinienne, qui n'a aucune existence en droit international, donc qui perd tout accès aux traités internationaux, tout accès aux juridictions, vu que c'est simplement la création d'un État avec une convention bilatérale. Donc ça n'a de sens que dans ce cadre-là. Et avec cette erreur historique fondamentale de dire c'est Israël qui a tout et qui peut vous commencer à vous donner un petit peu, on va commencer par la zone C, après on fera peut-être ceci, on fera peut-être cela, ce qui est une injure à l'histoire du droit, parce que ce qui préexiste, c'est l'État de Palestine. Je ne dis pas la Palestine, c'est l'État de Palestine. L'État de Palestine a préexisté à l'État d'Israël entre 1921 et 1948. Il y a un État de Palestine dans le droit international qui a sa constitution, qui a son parlement, qui a son système juridique et qui signe des traités et qui a une nationalité. Et quand en 49, en 47, alors ensuite on nous invente cette histoire que l'ONU a créé l'État d'Israël comme compensation de l'Holocauste. Mais ça encore, c'est de la propagande pure et simple. Et là, il faut lire simplement les documents. Premièrement, est-ce que l'ONU peut créer un État? Mais pour créer quelque chose, il faut que vous l'ayez. Vous pouvez pas, il faut une terre, une souveraineté. L'ONU, elle n'a ni terre ni souveraineté, elle ne peut pas la donner. Elle pouvait donner une table et des chaises qu'ils avaient. C'est tout ce qu'ils pouvaient donner. Donc, dire l'ONU a créé l'État d'Israël, j'entends ça tous les jours, c'est faux. Ça n'a pas de sens. C'est une déclaration unilatérale d'un groupe de personnes dirigées par Ben Gourion, qui a été reconnue dans les heures qui ont suivi par les États-Unis, puis par l'URSS, etc. Mais dire c'est une création, sous-entendu, on vous culpabilise 2 fois déjà en disant tu ne respectes pas l'ONU, tu ne respectes pas l'Holocauste. Mais ça n'a rien à voir. Le projet de base, c'est 1917, la déclaration de Balfour, qui était un acte de colonialisme pur, vu que les Britanniques n'avaient strictement rien à faire à cet endroit-là. C'était l'Empire ottoman, qui était un empire, donc avec une colonisation assez soft d'ailleurs, qui respectait les sociétés. Il y avait en Palestine une société organisée, et les Britanniques n'avaient strictement rien à faire là. Simplement, ils voient en 1917 que la guerre va être gagnée, ces pays, ces provinces assez respectées allaient aller vers l'indépendance, c'était flagrant. Et il y avait la révolution de 1917. Donc, qu'est-ce qui allait se passer avec tout ça? Il nous faut une place forte. Et donc, ils ont ressuscité les corrélationnistes qui dataient de 20 ans, qui avaient intéressé personne.
pour dire, ben, on va faire la place forte avec cela, et donc on crée un État pour surveiller et défendre les intérêts occidentaux. Et toute l'histoire, elle commence à ce moment-là. À cette époque, il y a 3% de juifs en Palestine. C'est les statistiques et les statistiques d'Israël qui le disent, ce chiffre. Et l'invasion, l'immigration la plus importante, elle se fait pendant cette période-là, entre les deux guerres. Et donc tout est en ce sens. Et vous avez un rapport extrêmement intéressant qui est sur le site de l'ONU, qui est disponible. Hein. Je ne fais pas des recherches compliquées ici, je vous dis les choses d'habitude tous les jours. C'est le rapport de messieurs King et Crane, qui étaient deux administrateurs des États-Unis, et qui sont nommés en disant il y a cette histoire de faire un État en Palestine en 1917, qu'est-ce que ça vaut? Bon, le rapport, vous le trouvez, faites King et Crane le rapport, qu'est-ce qu'ils disent tous les deux? Ils disent, attention, il y a une société qui existe, c'est une société multiculturelle, multiconfessionnelle, il y a d'autres juifs qui veulent venir, ils seront certainement bien accueillis, mais si vous voulez créer un État alors qu'il en existe déjà un, vous partez sur un siècle de guerre. Ils écrivent ça en 1919. On l'a, le siècle de guerre. Bon, donc tout ça, ça se passe. Et en 1947, donc l'ONU prend sa résolution, une simple résolution, et pas une décision. Et ensuite, il y a le cours de force de 48, accompagné de la Nakba, vu qu'il fallait la purification ethnique, parce qu'à quoi sert de faire un État juif s'il y a une majorité arabe, mais là, il y a les grands auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Moi, ce qui m'intéresse juridiquement, c'est qu'on crée un État, très bien. Comment on fait le lendemain pour donner un coup de téléphone, envoyer une lettre ou recevoir un mandat de 50 €? Il nous faut un acte international, vu que dans la société internationale, je suis un nouveau sujet. Eh bien, et Israël va commencer donc à signer de nouveaux traités? Pas du tout. Et ils l'expliquent à l'ONU. Ils disent, on n'a pas besoin de signer de nouveaux traités. Pourquoi? Parce qu'on est les continuateurs de l'État de Palestine sur notre nouveau territoire. C'est ça l'histoire. Et oui, nous sommes les continuateurs. Et donc ils n'ont signé aucun traité en disant, mais l'État de Palestine avait signé celui-là sur notre nouveau territoire, il est à nous. Et ensuite, on vous arrive à Oslo en inversant le jeu, c'est-à-dire que c'est Israël qui a tout, et la Palestine, si elle est gentille, qui va obtenir petit à petit des miettes qu'on voudrait bien lui concéder. Donc, ce retour devant les juridictions internationales et l'arrêt qui est rendu par la Cour pénale internationale le 5 février 2021, il est d'une importance cruciale, parce que c'est un arrêt qui statue après un an de procédure sur la compétence en disant, est-ce qu'il y a un État de Palestine ? Et est-ce qu'il avait un territoire avec une souveraineté qui pouvait donner compétence à la Cour, hein, ce qui était le débat. Si je pose la question aujourd'hui, on me dit bah oui, c'est un débat. Non, c'est plus un débat. C'était jugé. C'était jugé et il n'y a pas eu d'appel. Il y avait les États habituels, notamment l'Allemagne, là, qui est toujours le serviteur d'Israël, qui avait dit oui, les juges de premier degré ils peuvent se laisser tromper, donc on fera appel. Les juges se sont prononcés, ils n'ont pas fait appel, parce que l'appel il était ridicule. Et la Cour, elle a jugé que la Palestine est un État. Donc l'État, il n'est pas enregistré à l'ONU, mais c'est comme quand vous avez un gosse. J'arrive à la mairie, on me dit on ne veut pas te l'enregistrer. C'est ça tout le gosse? L'État. Il y a un État de Palestine. Il y a un État de Palestine. Après, il s'organisera pour le futur comme il veut. Ça sera le problème du peuple souverain, qui est le peuple palestinien. Mais il y a un État de Palestine. Et nous dit la Cour, ça aussi c'est jugé, il a une souveraineté territoriale sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. C'est-à-dire que la Cour de justice, la Cour pénale, a déjà jugé que l'annexion de Jérusalem, elle était contraire au droit. Alors, pourquoi je vais à la CPI? Mais parce que je ne connais pas un meilleur terrain pour cela. Je peux. C'est la question de l'égalité d'un Palestinien. Et tout le problème, il est là. On ne respecte pas son droit d'autodétermination parce qu'on ne respecte pas le Palestinien. Et on a vu encore les déclarations abominables de ces sauvages-là. Mais il y a un endroit où un Palestinien, il est égal à tous les citoyens du monde, c'est dans les procédures devant la Cour pénale internationale, où la Cour l'a dit, tu es un État avec des citoyens, point terminé. Et quand nous faisons maintenant les actes, nous sommes reçus en tant qu'avocats des victimes de Gaza, en tant qu'avocats des Palestiniens, à égalité de qui veut bien venir devant la Cour. Voilà. Donc ce sont des acquis qui sont tout à fait importants et qui, je dis bien, nous replacent dans cette réalité d'un droit international qui a été très fort pour la Palestine quand c'était le temps de la lutte armée. Jusque vous voyez une évolution entre... Parce que maintenant, la lutte armée, on l'a déclarée abominable.
Mais la lutte armée, elle avait permis de ressortir de ce grand oubli juridique qui avait été de marginaliser, d'effacer juridiquement le peuple palestinien après 48, où il y avait juste l'une roi sans aucune représentation politique, des réfugiés de partout. Et là, c'était fini, terminé. Et donc, par la lutte armée, ils ont fait reconnaître le peuple palestinien et ensuite le mouvement de libération. Et vous avez les liens. Et ensuite, on arrive à la lutte armée, reconnaissance juridique, et négociations remarquables faites par les Palestiniens à l'époque, jusqu'au moment où on va arriver à quoi? On va arriver à être obligés, même nous, petit conseil de sécurité, à le reconnaître, cet État de Palestine. Et donc, ils inventent les accords d'Oslo, où ils enferment la direction palestinienne à aller négocier directement avec Israël, comme s'il fallait rendre ce qu'Israël avait, qu'il n'a jamais eu. Voilà. Donc, on est sorti de ça. Et on peut maintenant parler des procédures, mais il faut bien mesurer cet enjeu essentiel et toute la hargne qu'il y a. Parce qu'actuellement, devant la Cour pénale, eh bien, quand l'arrêt a été rendu, en disant que la Palestine est un État et qu'elle peut agir, eh bien, les Palestiniens sont félicités, les Israéliens se sont déchaînés en disant que c'est une juridiction antisémite, que bon, tout ce que l'on veut. Ils ont réécrit le droit international avec des choses invraisemblables. Mais peu importe. Maintenant, nous, on est chez nous, là-bas. On est chez nous. Et on dit à Israël, mais si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Hein. Par exemple, il y a des victimes qui veulent déposer plainte pour les agressions qu'il y a eu le 7, 8, 9 octobre. Ben venez, mais simplement, il va falloir respecter les règles du jeu. Et les règles du jeu, ben, c'est d'admettre l'arrêt de février 2021 disant qu'il y a un État et qu'il y a une souveraineté. Voilà. Donc, ça, ce sont des axes forts où on a beaucoup construit. Bon. Donc ensuite, quand viennent les événements, qu'est-ce qui arrive? On a quand même une habitude de travail à la Cour pénale et on voit qu'il y a eu plusieurs agressions militaires. On voit que celle-là, elle sort du jeu et on se préparait, je dirais, pour ce qu'on fait d'habitude. Mais là, on voit qu'on sort du jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent entendu parler de génocide. J'ai toujours refusé parce que c'était affaiblir le mot, le galvauder. Mais là, on trouve des éléments. Et génocide, là encore, la propagande veut dire, mais génocide juif, voilà, c'est extermination, c'est des millions de personnes. Non. Il y a 3 définitions du génocide. Il y a l'extermination physique. Et l'extermination physique, quand j'ai déposé la plainte, quand j'ai rédigé le 9 novembre, on ne l'a pas retenu. Parce qu'il y avait peut-être 11 000 morts à l'époque. Bon. Srebrenica, dont on a parlé tout à l'heure, c'est 8 000 morts. Hein, on a reconnu le génocide. Bon. Mais ça ne semblait pas l'élimination physique. Maintenant, on l'ajoute. Je retourne au bureau du procureur jeudi où on a une nouvelle réunion, je l'ai ajouté. Parce que le nombre de morts directs a augmenté. Et avec la famine qu'il y a actuellement, c'est des périls complets. C'est-à-dire qu'en droit, le décès est causé par un fait quand on a abrégé la vie. Or, évidemment que toutes les personnes âgées, les personnes malades, les jeunes enfants vivent dans des conditions qui abrègent leur vie. Voilà, donc on est vraiment rentré consciemment dans une volonté d'élimination massive des Palestiniens. Donc ça, c'est le premier génocide. Le deuxième, c'est le génocide par destruction des conditions de vie. C'est-à-dire que je ne vous tue pas directement, mais je rends votre vie impossible. Bon, c'est une construction intellectuelle? Pas du tout. Un avocat, il travaille avec les textes et la jurisprudence. Et cette notion de génocide par destruction des conditions de vie, elle a été jugée 14 fois par des arrêts importants du tribunal pénal pour l'exécution de la vie, de Rwanda, Sierra Leone, Cour internationale de justice et même ces pays. Donc on a de la matière, on a de la jurisprudence. Ce qui est même plus rigolo, j'allais vous dire, c'est que quand il y avait eu l'affaire des Rohingyas contre le Myanmar. Là, le Myanmar, c'est un petit État, personne ne l'aime bien. Bon, donc, il y a eu un mémoire qui a été fait par la France, l'Allemagne, le Canada, principalement. Alors, il donne une définition large du génocide, avec l'atteinte aux droits des enfants, etc., etc. J'aurais pu l'écrire, mais simplement, nous, maintenant, on leur oppose sur la question de Palestine, vu qu'ils ont pris position là-dessus. Hein, bon. Donc, il y a de la pratique, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve dans ce génocide par destruction des conditions d'existence. Couper l'eau. Ça vous parle? Couper l'électricité. Rédimer la population, l'alimentation, jusqu'à créer la faim. C'est jugé. Détruire les maisons. Les transferts forcés de population. Avec ça, dans l'affaire des Rohingyas, la Cour, elle a accepté de dire qu'il y a les éléments des génocides suffisants pour ordonner les mesures provisoires.
Quand c'est pour la Palestine, on rajoute 3 choses. Une qui est décisive, qui a été rappelée déjà tout à l'heure, c'est qu'Israël, ce n'est pas un État comme un autre, hein. C'est la puissance militaire occupante qui a l'obligation de protection. Auparavant, c'était 500 camions par jour, le temps du blocus, plus toute l'essence qui arrivait directement à la centrale pour l'électricité. Actuellement, c'est 0 essence, 0 camion. Donc, tout ce qui arrive vient de la solidarité, c'est-à-dire qu'ils sont en faute complète là-dessus, ce qui n'était pas le cas de Myanmar. Premièrement. Deuxièmement, il y a les bombardements. Il n'y avait pas de bombardement pour les Rohingyas. Là, il y a les bombardements massifs. Enfin, vous lisez une nouvelle toutes les nuits, 100 morts, 140 morts, 200 morts. Bon. Et comme vous le disiez, les bombardements, les bombes énormes sur des quartiers civils. Donc, évidemment que c'est fait pour tuer, vu que le génocide par destruction des conditions de vie, c'est que, je vous dis, je vais tuer même tes enfants. Maintenant, je vais même sortir les morts des cimetières pour te dire que tu sois nourrisson ou que tu sois mort, tu n'auras jamais ta place ici. Voilà. Donc ça, on ne l'avait pas, et on l'a maintenant. Et il y a toutes ces déclarations. Sur les Rohingyas, il n'y avait pas de déclaration des militaires. Les militaires sont des taiseux. Mais la Cour avait dit, compte tenu de ces éléments, je vois quand même que l'intention, c'est cela. Donc ça justifiait tout à fait la plainte pour génocide. Elle a permis de poser, on l'a inscrite le 9 novembre, elle a permis de poser un débat mondial, universel, tout le monde s'est saisi du sujet. On a eu ensuite des gros appuis qui nous sont venus d'Afrique, avec des déclarations très fortes qui venaient d'Alger, qui venaient ensuite de la Turquie, c'est pas complètement l'Afrique, mais c'est quand même le Grand Sud, et surtout l'Afrique du Sud, qui, dans un premier temps, accompagné du Bangladesh, de la Bolivie, de Djibouti et des Comores, un petit État, mais très solidaire, ont déposé plainte à la CPI en tant qu'État membre. Donc ça nous propulse beaucoup. Bon. Et quelques temps plus tard, l'Afrique du Sud engage sa procédure devant la Cour internationale de justice. Il n'y a que les États qui peuvent le faire. Bon. Et là, je vous dis, on est rentré dans le domaine du droit, et on ne l'avait pas fait auparavant. C'est la première fois, c'est un fait historique, hein, c'est la première fois qu'Israël est convoqué en justice et qu'il doit prendre un avocat et se défendre. C'est-à-dire qu'on les a mis dans les liens de la justice internationale, et je vous dis, on ne les lâchera pas. C'est-à-dire qu'on verra les étapes. Vous savez, on n'est pas avocat ni avocat sur les causes sans accepter de prendre beaucoup de défaites et de savoir récupérer comme un bon boxeur. Donc, à 67 ans, ça va, j'ai un peu appris, mais on apprécie d'autant plus quand il y a le goût de la victoire ou la perspective de la victoire. Bon, et on a fait rentrer la question palestinienne et donc la question israélienne dans la sphère du droit international devant les juridictions, et regardez les suites, on va voir, j'espère que ça ira le plus tôt possible et le mieux possible. Si c'est plus long, ça sera plus long, mais le processus, on les a empêtrés là-dedans, voilà, et ils le savent, essentiellement. Alors, on attend la décision, l'ordonnance de la Cour. Il y aura une procédure longue pour savoir si oui ou non il y a génocide. Et il y a d'autres États qui vont intervenir. Alors ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on voit en gros les États Grand Sud qui se manifestent pour dire on interviendra dans la procédure pour soutenir la question palestinienne. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vont faire les pays occidentaux et européens en particulier? Parce que la procédure, vous savez, on est un peu simple quand on est juriste, hein, c'est choisis ton camp. Il y a un procès. Donc, soit tu dis, par exemple, la France qui est membre du Conseil de sécurité, je ne sais pas pour combien de temps encore, hein, parce que, bon, on verra bien, mais elle est membre du Conseil de sécurité, elle fait leçon en tant que pays des droits de l'homme depuis toujours, alors qu'elle est juste pays de la déclaration des droits de l'homme, hein, et donc, est-ce que la France peut dire, ah ben, c'est un débat qui ne m'intéresse pas? Elle peut le dire, c'est un débat qui ne m'intéresse pas. On a notre ministre des Affaires étrangères qui, à l'Assemblée nationale, il y a 2 jours, alors que la Cour est saisie et donc va rendre une ordonnance, dit que c'est une faute morale d'accuser Israël de génocide. Mais on a oui, je vous dis, l'ambiance, enfin, voilà, c'est spécial, hein. Bon, donc en fait, il va falloir qu'ils choisissent. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui dirigent. Mais simplement, si vous vous mettez dans le camp du génocidaire, vous devenez complice. Et qu'est-ce que vaut votre parole au niveau international?
Comment vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a 80% qui sont des victimes civiles? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a 70% des habitations qui ont été détruites ou endommagées? Est-ce que vous ne voyez pas que le 3e jour de guerre, il y avait déjà plus de canalisation parce que les canalisations d'eau ont été bombardées? Voilà. Et tout de suite, on me dit, ah oui, mais t'as pas dit que le Hamas est terroriste. Eh ben non, je te le dis pas. Voilà, c'est comme ça. On va voir ce que sera la décision de la Cour. Elle peut venir dans la semaine. Ça sera une ordonnance provisoire qui est prévue par la Convention. Elle ne va pas dire il y a génocide ou non, en toute hypothèse. Soit elle dit, comme a dit finalement Israël dans sa défense, en disant c'est une guerre abominable, donc il y a peut-être des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, mais il n'y a pas de génocide, vu que la Cour internationale de justice, elle ne peut entendre parler que du génocide. Donc il dit, j'ai peut-être fait des crimes de guerre, mais bon, pas génocide. Donc ça nous servira pour la suite. Mais on verra bien. Si c'est ça l'argumentaire, ça nous donne des billes, quoi qu'il en soit, pour poursuivre devant la CPI. Si, mais je crois que l'hypothèse, là je parle très sérieusement, hein, d'ailleurs, mais le sujet est grave. Mais à ce jour, je ne suis pas là pour faire de la prédiction, je fais de l'analyse juridique. Et pour moi, l'analyse juridique est que la Cour internationale de justice, compte tenu des précédents, et compte tenu des éléments du dossier, et compte tenu de la dernière déclaration de Netanyahou qui date de 48 heures en disant on va faire ce qu'on a à faire et c'est pas la Hague qui va nous ralentir, je pense qu'on va vers une ordonnance qui va dire qu'il y a suffisamment d'éléments laissant à penser qu'il y a un génocide pour ordonner des mesures provisoires. Voilà, on verra bien, mais pour le moment, c'est quand même l'hypothèse. Si ce n'est pas le cas, il y aura de toute façon des éléments positifs dans la décision de la Cour. Il faudra encore la lire avec précision. Vous savez, ces décisions sont rendues à 15. Donc, et c'est toujours très motivé. On verra bien. La CPI, elle continue son jeu. Et je finis avec ça. Alors, sur la CPI, c'est une juridiction difficile. Oui, vous connaissez une juridiction facile? Bon, voilà. Ensuite, les juridictions, toutes les instances internationales, elles dépendent d'un financement. Or, la règle de financement est qu'on paye en proportion de sa richesse. Alors on va dire, ben, c'est très bien, hein, les pauvres ne payent pas beaucoup, voilà, sauf que ben, du coup c'est les riches qui prennent le pouvoir. Hein. Et donc, eh ben oui, c'est ça. Donc c'est un véritable problème. Et donc les pays occidentaux, c'est le Japon le Japon paye le plus, ensuite l'Allemagne, ensuite la France. Donc c'est eux qui, enfin, d'une certaine manière, tiennent l'Assemblée générale et c'est eux qui désignent les juges. Donc le procureur, moi je me focalise pas, on me dit mais le procureur Kahn, il a fait des déclarations débiles, mais c'est sûr. Mais il n'y a qu'à lire ses communiqués, c'est à peine du droit ce qu'il écrit. Il a fait des mélanges et ceci, je ne reconnais pas le langage juridique là-dedans. Il est allé à Israël, il a fait des déclarations. Quand c'était l'Ukraine, il a fallu qu'il aille à Kiev se prendre en photo avec un casque sur la tête. Et ce que je fasse, moi. C'est les procureurs. Et est-ce que comme avocat, je dois arrêter une procédure parce que le procureur n'est pas sympathique, mais on ne ferait plus rien du tout. Et avec moi, je n'idéalise pas les deux précédents. C'est-à-dire que ce soit Ocampo ou Bensouda, ils ont fait des choses, mais les relations ont toujours été difficiles. Parce que les Palestiniens, entendus comme la résistance palestinienne à l'ordre colonial, n'ont pas leur place devant les juridictions. C'est une place que l'on gagne par la force, par l'argument. Donc on n'est pas bien accueilli du tout. Et avec le procureur, actuellement, c'est cela. Par contre, je dois reconnaître des choses, c'est-à-dire que c'est le premier qui met en place une équipe. Les autres avaient pour pratique, vu que vous avez rappelé les antériorités, de ne rien faire, d'attendre que le Conseil des droits de l'homme se prononce à Genève, désigne une mission d'enquête qui mettait 18 mois ou 2 ans à rendre un rapport, et puis après le rapport il allait aux oubliettes. Et donc la Cour s'est jamais prononcée sur les autres affaires, malgré tous nos efforts. Mais c'est des efforts qui ont marqué des étapes, si vous voulez. Bon, bref, là maintenant le procureur, il y a une équipe qui travaille. C'est la première fois qu'on a ça. Et il y a une personne en particulier qui a dû délaisser ses autres dossiers pour s'occuper que de la Palestine, matin, midi et soir. Et qui est disponible, qui travaille avec 2 autres. On les a déjà rencontrés 3 fois. Et il m'a convoqué pour que ce jeudi, pour que je lui amène les preuves que nous avons réunies pour le peuple palestinien. Bon, donc il travaille sur quoi? Il travaille sur la demande qu'on avait formée, c'est-à-dire un mandat d'arrêt sur Netanyahou. S'il y a un mandat d'arrêt sur Netanyahou, on sait qu'il y aura un mandat d'arrêt pour la résistance, ça c'est à peu près sûr. Hein. Mais on travaille là-dessus. Je ne vous dis pas qu'on va l'avoir.
Mais je vous dis qu'on n'a jamais été si loin. Jamais. Et qu'on est très bien reçu, qu'on nous demande simplement des preuves. Voilà. Donc on en amène beaucoup de preuves grâce au rapporteur, tout le travail qui est fait par l'ONU. Alors on verra ce qui se passe. Là aussi, je ne vous dis pas qu'on aura le mandat d'arrêt, mais je vous dis qu'on n'en a jamais été si proche. Et je pense raisonnablement qu'on devrait l'obtenir. Voilà. Alors, et tout de suite, un esprit va dire, de toute façon, tu ne pourras pas l'exécuter. Mais qu'est-ce qu'on en sait si on ne peut pas l'exécuter? Ensuite, voyez bien, dans ce fight de longue haleine, qui est celui de la lutte contre l'impunité, qui est de ramener la question sous l'angle du droit international, l'avancée considérable que ce serait d'avoir ce mandat d'arrêt, même si on ne peut pas le mettre à exécution. Ensuite, le mandat d'arrêt pourra jouer pour d'autres, et ensuite, ça nous permettrait de faire d'autres procédures. Et j'ai déjà expliqué que pour moi, la meilleure de toutes les procédures, je finis là, ça sera sur Jérusalem, parce qu'on va tous nous opposer que l'enquête sur la CPI, elle est très longue. Effectivement, si on veut vraiment juger, avec tous les faits qui ont eu lieu, c'est très long, c'est très compliqué, et nous, on veut que les victimes soient entendues. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on me dise 20 000 victimes. C'est 20 000 personnes, avec des vies, avec ceci, avec cela. Donc ça va être un dossier très long. Par contre, et la Cour peut dire, je n'ai pas les moyens de le faire. La Belgique a dit qu'elle donnerait de l'argent. On verra, tout ça, ça se discute. Le dossier de Jérusalem, il est très simple. La Cour a déjà jugé en 2021 que Jérusalem relevait de la souveraineté de la Palestine. Donc c'est déjà fait, si vous voulez. C'est le seul point où on est en consensus avec même le Conseil de sécurité qui a dit qu'il ne donnait aucune valeur à l'annexion de Jérusalem et à la déclaration de Jérusalem comme capitale unifiée. On a tous les profs de droit international, toutes les instances internationales qui sont là-dessus, sur la lecture juridique. Sur la lecture factuelle, il n'y a pas besoin d'aller faire une enquête, il n'y a pas besoin d'aller retourner les cimetières, il n'y a pas besoin d'entendre 20 000 personnes. Tout est dans la loi, le JO, etc., etc. Voilà, avec les déclarations officielles. Et la bataille de Jérusalem est essentielle. Pourquoi? C'est la capitale. Donc il faut attaquer par le plus important. Et si on fait juger la colonisation de Jérusalem, ça rend illégaux tous ceux qui y habitent et donc tous les Européens qui de double nationalité. Ça permet d'interdire tous les contrats et évidemment ça aurait un bouleversement ensuite pour l'étendre aux autres colonies, etc., etc. Voilà. Donc les choses sont faites pour progresser. La justice, elle n'est pas toujours visible. Notre travail, il a des côtés un peu tortueux parfois. Voilà, mais je voulais vous expliquer un petit peu ça. Je vous remercie de votre attention et en tout cas, on continue.